Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.club. Notre conférence du jour est parrainée par Adequancy et elle a pour thème « Transformation des entreprises, quels sont les grands enjeux ?» Pour en débattre, pour en parler, comme chaque mois, 4 des plus grands experts mondiaux, vivants, sympathiques et en pleine forme. J'ai cité Anthony Baron, Anne-Marie Costet, Olivier Campenon, Tina Cadierno. Et on retrouve immédiatement Anthony Baron, le président d'Adequancy, pour une présentation de sa merveilleuse entreprise. Globalement, Adequancy a été créé en 2016 et on a développé une plateforme digitale qui regroupe aujourd'hui 9000 managers de transition. Et cette plateforme assure la mise en relation avec ces managers de transition. Et donc les clients ont un accès direct et libre, en toute transparence, à ces candidats. Et les métiers les plus demandés en ce moment, c'est quoi? Pas mal la finance, direction générale, RH, IT. Anne-Marie, alors ton métier? Bonsoir. Mon métier, donc je suis CEO d'IQIQ France. Et IQIQ France est une société de services financiers aux investisseurs. Donc soit des investisseurs professionnels, que ce soit des entrepreneurs ou des family office. Tina? Alors, moi, je suis une directrice générale et en particulier en ce moment en charge du plan de transformation d'un groupe qui s'appelle ECF, qui est le leader de la distribution d'équipements pour l'univers de l'hospitality et le care. Alors, pour faire simple, hôtellerie-restauration, c'est du B2B à l'international. Olivier, donc nous on s'est rencontrés il y a quelques années, tu avais une autre casquette et aujourd'hui tu es arrivé dans les choses plus traditionnelles. Oui, traditionnel, mais on va parler de transformation, on va voir que ça devient de moins en moins traditionnel. Lefebvre-Sarrus, ça ne résonne peut-être pas pour vous, mais si je dis Francis Lefebvre ou Dalloz, tout de suite, hein, c'est de la très bonne édition. Et on va parler de transformation parce qu'on fait maintenant beaucoup plus que juste de l'édition juridique. Alors on parle de l'impact justement de ces transformations sur votre business model, vos marchés également. On commence par Anne-Marie. Comment tu situes les choses et qu'est-ce que ça a changé ou modifié en tout cas? Alors, IQIQ est une participation d'Astorg. Et lorsque Astorg a constaté effectivement que c'était un marché qui était complètement éclaté, avec la volonté de consolider ce marché. Donc, ils ont commencé l'aventure en 2016 avec l'acquisition d'une entreprise au Luxembourg et ils ont poursuivi. À l'époque, c'était une entreprise qui faisait environ 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, avait un peu moins de 1000 salariés. Aujourd'hui, c'est un groupe qui fait plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui compte 4700 salariés. Et tout ça par croissance externe. Donc, c'est ce qui s'est passé en France aussi, où l'aventure a commencé également en 2016. Voilà, et donc là, l'enjeu aujourd'hui, depuis que j'ai rejoint ce groupe, c'est vraiment de consolider, ces entreprises, d'en faire une seule, de les mettre sous un même toit, de partager la même vision, voilà, et d'avoir une démarche globale sur le marché. Bon, et ça se passe bien quand même, parce que c'est un sacré chantier quand même, hein. Oui, ben, écoutez, ça se passe bien. Il y a quelques défis, mais on va en parler un peu plus tard. Exactement. Tila? Alors, concernant le groupe ECF, contexte particulier, il y a 2 ans, comme on le sait tous, un peu plus maintenant, d'ailleurs 3 ans, Covid, nous sommes en fait sur un marché directement exposé, puisque quand l'ensemble de la profession, de tout d'ailleurs, tout a fermé le 17 mars, on s'en souvient évidemment encore, eh bien l'entreprise a aussi arrêté ses activités, puisque plus de clients égale plus de distribution d'équipements, parce que globalement, si je fais simple, ce qu'on vend, c'est ce que vous avez là à peu près. Tous les équipements pour l'hôtellerie-restauration. Donc forcément, quand vos clients sont tous fermés, eh bien, on ne peut plus faire véritablement grand-chose. Alors ça donne le temps à d'autres sujets, à savoir réfléchir et se poser des questions sur les clients, comment on peut faire, etc. Donc c'est un contexte qui a été extrêmement difficile, évidemment pour tout le monde et pour cette entreprise en particulier, mais elle a été extrêmement riche en fait du fait de cette prise de conscience que potentiellement il fallait en fait adresser les sujets de manière différente. Et c'est là où on a enclenché véritablement un énorme plan de transformation. Alors on ne l'appelait pas plan de transformation il y a 3 ans. On s'est dit ça serait quand même pas mal de commencer à s'intéresser à nos clients, qui sont, etc. Alors quand on commence à tirer le fil de qui sont les clients, on tire le fil de plein de choses, de la data, la compréhension des clients à travers les différentes géographies. Parce que, comme je vous le disais, on est à l'international, Australie, Asie-Pacifique, Middle East, Europe, et je passe des destinations. Et donc, il a fallu quand même qu'on commence à structurer ces éléments-là, cette connaissance-là,
Et ça a été le début en fait, d'un véritable plan de transformation, puisque à partir de ces connaissances clients qu'on a commencé à bâtir, eh bien, on a pu commencer en fait, à tirer le fil de ce fameux plan de transformation qui visait en fait, déjà d'une part à mieux servir les clients, tant qu'à faire, c'est quand même souhaitable, à développer en fait, une meilleure productivité et performance en fait, de l'entreprise de manière très globale, hein, de performance organisationnelle, performance de production, performance sur supply chain, puisque nous sommes sur les métiers pour le coup de supply chain. Et quand je disais mieux servir les clients, c'était mieux organiser en fait, potentiellement toute cette dimension omnicanale pour faire en sorte que les clients soient servis au bon moment via les bons canaux de distribution. Ça, je pense que ça ne surprendra personne. Mais quand on est quand même dans le B2B, il faut que je rappelle qu'on est dans le B2B, on n'est pas forcément B2C. B2C est potentiellement, venant du B2C, ayant fait du Carrefour et du la Fnac, on est potentiellement plus avancé en fait, que le B2B. Et là, pour le coup, on partait de pas grand-chose. Et donc, c'est de cette période en fait, qu'a démarré tout ce chantier qui aboutit en fait, à une vaste croissance, d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Olivier, l'impact de ces transformations sur ton business? Donc le groupe est une belle ETI française, mais européenne. Créé quand? D'ailleurs, ce sont deux familles qui se réunissent. Ce sont deux familles, la famille Lefebvre et la famille Sarru, donc deux maisons d'édition, les éditions Francis Lefebvre, les éditions législatives qui se sont réunies, qui ont racheté Dalloz, qui remonte à 200 ans. Hein. Donc, mais c'est aussi une entreprise qui s'est développée partout en Europe. On est dans 8 pays européens. Et finalement, ce qui a changé, ce qui nous amène à cette transformation, c'est nous tous, là, dans notre façon de, j'allais presque dire, consommer l'information. Et est-ce que vous avez une idée de combien représente le papier encore dans notre chiffre d'affaires? On fait un peu plus d'un demi-milliard de chiffre d'affaires. Le papier, c'est plus que 25%. Alors, on a encore les codes rouges, hein, pour ceux que ça intéresse, il faut les acheter tous les ans. C'est collector maintenant. C'est collector, mais c'est important parce qu'on a des députés qui s'assurent qu'à chaque fois, ils deviennent de plus en plus épais. Hein. Mais donc, on continue à publier sous forme papier, mais on publie de plus en plus sous forme numérique. Et à tel point qu'avec ces outils numériques, on est capable d'aller beaucoup plus loin. En d'autres termes, on est passé d'une information qui était statique à une information qui devient dynamique. Et c'est plus vous qui allez à l'information, c'est cette information qui va à vous en fonction du moment où vous en avez besoin. C'est cette transformation qu'on accompagne. Et c'est évidemment passionnant parce qu'on est dans un monde juridique, donc plutôt conservateur, mais qui en même temps a pénétré l'ensemble de nos sociétés, parce que je suis sûr qu'à un moment donné, sur votre bureau, vous avez les problèmes de conformité, de RGPD, de compliance, etc. Donc on voit bien comment, d'un métier qui était effectivement pendant des années assez stable, on rentre dans un métier qui est de plus en plus dynamique, à tel point que notre raison d'être, c'est activer la connaissance. Donc on n'est plus simplement sur l'information juridique, on est vraiment dans la connaissance. Et ça ne se sait pas beaucoup, mais on est le deuxième organisme de formation professionnelle en France. Parce qu'on accompagne beaucoup d'entreprises et de professionnels sur comment est-ce qu'on se forme à l'ensemble des outils numériques et des outils juridiques qui existent. Et évidemment, avec ce qui se passe sur ChatGPT, vous imaginez qu'on est dans un monde qui devient infini, dans sa possibilité d'aller chercher des informations qui sont justes, non pas comme le fait ChatGPT, mais des informations qui sont justes dans nos bases de données pour en extraire la bonne valeur. Anthony, en quoi ça a impacté ton business? Ça l'a accéléré, tout simplement, puisqu'il y a des concifs et 80% de croissance sur l'année 2022 par rapport à 2021. Et en fait, je pense qu'on est sur un marché du management de transition. Quand je suis arrivé dessus en 2010, était un marché assez confidentiel, un peu caché. Et je pense qu'on a réussi à le démocratiser, et ça s'est fait en plusieurs étapes, puisque moi, ce que j'ai regardé à l'époque, c'était globalement les plateformes de mise en relation dans l'univers des indépendants. Et il y avait eu des précurseurs qui étaient arrivés, Uber, Deliveroo sur des populations de chauffeurs-livreurs, puis Malte sur des populations d'indépendants dans l'univers de l'IT, du web, etc. Comatch en Allemagne sur le conseil. Et je pensais sincèrement que sur l'environnement premium des indépendants, qui est le management de transition, il y avait une place à prendre sur les plateformes. Et ayant une culture et un ADN au départ qui était plutôt métier, j'ai eu l'opportunité de reprendre cette entreprise en 2017, qui a été créée en 2016, où les fondateurs se sont dit, on a créé une plateforme, on l'a mis sur le marché, ça a marché tout seul. Voilà. Bon, au bout d'un moment, il y avait 0 chiffre d'affaires, pas de trafic, et simplement parce qu'il manquait cette dimension métier. Et en fait, c'est ce qu'on a apporté. On a mis 2 ans de développement pour un go-to-market globalement mi-2019.
Et la société n'a fait que croître grâce à ça. Et pour moi, le meilleur exemple en fait, de la puissance digitale, la transformation qu'on a pu apporter à travers cette plateforme, c'est l'année 2020, c'est l'année du Covid. Notre marché fait moins 40%. Il n'y a plus de demande pendant quasiment 6 mois. Adéquancy, c'est 7% de croissance cette année-là. Et en fait, qui a été sauvé par le digital, par le fait qu'on a eu un afflux massif de managers de transition. Aujourd'hui, on a 9000 qui sont inscrits sur la communauté, avec des chiffres qui sont assez incroyables. On a 5000 visiteurs mensuels sur un marché qui fait 5000 missions par an. Le moteur de recherche d'Adéquancy, l'année dernière, il a été utilisé 6000 fois. Voilà, donc plus que le marché. Donc, globalement, notre enjeu était derrière de pouvoir absorber cette croissance finalement. Donc on a, grâce à une magnifique équipe, sécurisé nos opérations pour poursuivre derrière les étapes suivantes qui vont être d'accompagner les clients qui viennent chez nous dans la transformation et que la plateforme devient un vrai usage quotidien pour les actionnaires ou dirigeants qui recherchent temporairement un directeur. Alors, tout ce qui est transformation, c'est souvent accéléré par des acquisitions, hein, fusion-acquisition. Ça, l'impact, Anne-Marie, quand tu prends la direction générale de la société, vous avez acheté 3 sociétés, c'est ça? Et comment on fait pour arriver à intégrer tout ça et que les gens rament dans le même sens? Yes. Donc, tu as 3 heures pour dire. Oui. Non, donc effectivement, nous avons racheté 3 sociétés, une en 2016, une autre en 2019 et une autre en 2020. Et ces sociétés-là, dans un premier temps, on les a rachetées, on les a laissées vivre comme si de rien n'était, comme si elles n'avaient pas intégré un groupe. Donc je dirais que ça, c'est le premier défi, effectivement, puisqu'on a 3 sociétés avec 3 cultures différentes et 3 visions différentes. Et ensuite, les fondateurs sont toujours effectivement encore en place, c'est-à-dire qu'ils gèrent et ils continuent à gérer leurs activités. Ils sont à la tête de leur entreprise depuis 10 ans, 20 ans, voilà, et tout d'un coup on leur dit vous êtes intégrés maintenant, on vous a racheté et il faut effectivement vous mettre en mouvement et vous intégrer et vous insérer dans un groupe. Et par ailleurs, on a un groupe qui a aussi grossi très très vite et qui en même temps se structure et s'organise. Voilà. Et on se retrouve dans un schéma un peu plus entrepreneurial, un schéma qui est plus une vision groupe avec une organisation un peu matricielle, et tout ça dans un contexte de LBO, donc où on sait que la temporalité, effectivement, au niveau des fonds d'investissement, n'est pas forcément la temporalité des entreprises et des entreprises qui ont une nécessité de transformation profonde. Donc voilà, et tout ça, à un moment donné, comment est-ce qu'on embarque les équipes? La première étape, c'est vraiment la prise de conscience collective. C'est de se mettre autour de la table en disant, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour intégrer et pour s'intégrer dans ce groupe et dans cette vision groupe. Voilà, et ça s'accompagne aussi avec une autre prise de conscience qui est de dire, de toute façon, à un moment donné, j'ai pas trop le choix, je vais devoir y aller, parce que lorsqu'on est en mouvement et dans un mouvement de transformation, ce mouvement de transformation prend le dessus. Donc, soit je saute les 2 pieds dans le bateau, ou alors je me mets à l'écart. Mais on ne peut pas avoir un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur, ça ne marche pas. Et je saute quelques étapes, mais il y a un point qui est très important aussi, c'est comment est-ce que je vais embarquer les équipes. Ça se passe effectivement dans un deuxième temps. Et la transformation, effectivement, s'appuyer sur les équipes à un moment donné, puisque dans les équipes, vous avez toujours des personnes qui s'identifient au projet et qui vont porter le projet. Dans une entreprise, vous avez 3 à 4% de personnes qui sont complètement embarquées et qui ont envie d'y aller. Vous avez une quinzaine de personnes qui sont prêts à y aller, qui sont enthousiastes. Derrière, vous avez 60% de personnes qui sont plutôt suiveurs. Donc voilà. Et tout l'enjeu, c'est d'identifier ces personnes qui vont vous aider à faire cette transformation et à mener cette transformation. Olivier, donc toi, tu as procédé à des acquisitions au niveau européen, c'est ça ? Et au niveau européen, et puis j'ai hérité d'une situation où il y avait encore ces acquisitions, puisque, comme je le disais tout à l'heure, Dalloz avait été racheté au groupe Hachette il y a à peu près 15 ans, mais n'avait jamais été intégré. Donc on sait combien ça met du temps après à reprendre l'ensemble de ces entités et les projeter. Et Anne-Marie l'a bien expliqué, il s'agit d'abord de
bien définir le projet, là où on va, donner du sens, et une fois que vous avez donné du sens, alors vous pouvez emmener l'ensemble des équipes dans la même direction. Et en plus, vous imaginez un éditeur, en plus nous sommes un éditeur avec beaucoup de rédacteurs internes. On a des rédacteurs externes, des auteurs externes, peut-être qu'il y en a-t-il dans la salle, et je les salue, mais on a aussi des rédacteurs internes. Et donc on a affaire à une population dite experte. Alors c'est fabuleux les experts, parce que justement c'est ce qui vous apporte la qualité de ce que vous produisez. C'est facile le management des experts? Mais justement, c'est pas facile. Surtout quand vous arrivez... Et que vous les égos, par exemple. Vous n'en êtes pas un, parce que moi, je suis on a eu le plaisir de se rencontrer avec Alain dans une autre vie, où j'étais dans les télécoms. Rien à voir. Et en fait, mon actionnaire est venu me chercher parce que justement, je représentais cette transformation digitale. Et donc, évidemment, je suis arrivé un peu comme un ovni dans cette entreprise, dans ce groupe. Et la première étape, ça a été de trouver la communication pour qu'il m'accepte. Et donc, ça prend du temps. Il faut accepter de prendre du temps. Il faut accepter d'expliquer. Et un expert, il faut bien lui expliquer. Mais une fois qu'il a bien compris, vous l'embarquez, et vous l'embarquez loin. La deuxième étape, c'est que quand on commence à rapprocher les entreprises, que vous avez donné un sens, par rapport à ta question, l'acquisition, et on continue à faire beaucoup d'acquisitions en Europe, elle ne peut être faite que si vous avez un endroit pour accoster ces entreprises. Et c'est pour ça que cette transformation est si importante, c'est qu'elle nous permet justement d'être en position de pouvoir continuer à croître parce qu'on a un endroit pour accueillir ces gens, et en plus on fait souvent des acquisitions qui sont de tailles différentes, donc vous êtes dans une dynamique différente. Pour rapprocher ces différentes populations, c'est excessivement important d'avoir une communication et encore une fois, une mission, une raison d'être qui soit très très claire. Tina, au rythme des acquisitions, donc, tu le rappelais tout à l'heure, hein, le chiffre d'affaires a été multiplié par 2 en 2 ans, c'est ça? Alors oui, un peu de contexte. Le groupe, donc je disais, c'était un groupe international, 20 pays, 20 marques. On a fait x2, en effet, en termes de chiffre d'affaires, là, c'est le closing qu'on est en train de réaliser. Une perspective à x5 sur les 5 prochaines années. On fait un demi-milliard aujourd'hui, pour donner un peu de matière. Le groupe, en fait, a énormément grandi. Alors, la plus ancienne marque a plus de 140 ans. C'est pour vous dire qu'on n'est pas tout jeune. Alors, oui, on n'est pas tout jeune. Dalloz. On les fait pas. 200 ans, Dalloz. Hein. Bon, 140 ans d'existence pour la plus ancienne des marques, elle est française. Donc, c'est un vrai patrimoine. On a racheté ces 5 dernières années 30 entreprises. On a un international, donc ce sont 30 acquisitions qui sont faites à l'international, donc en France, en Asie-Pacifique, donc Australie, Nouvelle-Zélande, en Italie, bon bref, il y a d'autres projets dans d'autres géographies que je ne citerai pas. Un élément de contexte que je n'ai pas donné, c'est qu'on est aussi sous LBO. Voilà, c'est important peut-être de le signaler, puisque forcément, le rythme n'est pas le même. Donc quand on achète 30 entreprises, alors sur les 5 dernières années, ça veut dire qu'on en a racheté quand même un peu d'autres avant, ça suppose quand même des process d'intégration, alors qui ne sont pas forcément processés, voilà, donc, parce qu'on rachète, mais on n'est pas forcément organisé en fait, pour intégrer. Donc on achète, enfin, l'enjeu du M&A, je crois que c'est en effet déjà bien acheter les cibles qui nous intéressent pour servir évidemment le plan de croissance, le projet d'entreprise. Et ça, en l'occurrence, chez nous, c'est quelque chose qui est assez bien établi. On veut croître sur des géographies, on veut développer des parts de marché sur des verticales métiers, on veut développer des parts de marché sur des segments de clients également. Donc c'est je pense, une conjonction de plein d'éléments qui vont servir en fait le plan. Et donc toutes les cibles que nous avons, en fait, ont vraiment cette destination à construire ce plan de croissance soutenu, rythmé. Donc on achète, on intègre, on essaye du moins, et on développe. En tout cas, c'est notre triptyque, c'est celui sur lequel nous sommes aujourd'hui, qu'on va de plus en plus en fait processer, parce qu'à la vitesse à laquelle on va, on est obligé de mettre beaucoup de méthodologie, mais aussi on est contraint d'aller assez vite, parce qu'acheter autant de structures, ça veut dire autant de marques différentes, autant de bases clients différentes, autant de systèmes d'information différents, donc autant de complexité. Et donc l'enjeu, c'est de simplifier cette complexité. Et je crois qu'un des principaux enjeux de la transformation, c'est peut-être celui-ci en tout cas, c'est d'essayer au maximum de simplifier ces complexités qui sont
issues de l'histoire des marques, des entreprises évidemment. Elles se sont construites sur énormément d'assets. Ces assets ont énormément en fait évolué, et en tout cas doivent encore plus évoluer demain évidemment, en fonction de la maturité des uns et des autres, en tout cas des entreprises, et aussi de ce que peuvent attendre les marchés. Et donc, je pense que la trajectoire est encore plus fulgurante, en effet, puisque là, on fait un peu plus d'1 milliard et on va aller chercher, je l'évoquais, x3, x4, x5. Donc, on va diversifier encore plus, mais c'est surtout que nos cibles seront probablement encore plus grosses. Parce que bon, faire du M&A, c'est bien, on peut acheter plein de petites boîtes. Tant qu'on a des sous quand même. Hein. Oui, quand c'est financé, c'est plus confortable évidemment. De toute façon, on ne peut faire du M&A que si globalement on a un peu de cash, un peu de financement, c'est souhaitable. Et on a la chance en tout cas d'avoir des partenaires qui nous accompagnent en fait dans cette trajectoire, puisqu'on a un marché absolument incroyable en termes de développement. Mais en effet, racheter en fait des entreprises, ce n'est efficace que si on a un vrai projet en fait, d'intégration en fait, derrière. J'ai vécu d'autres expériences chez Carrefour. On était sur aussi des acquisitions, sur d'autres modèles, plutôt des startups en fait, qui visaient du coup à plutôt injecter de nouvelles cultures, de nouveaux modèles business en fait, pour faire évoluer le groupe en fait, dans d'autres domaines. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois la clé c'est quand même celle-ci, c'est de savoir ce qu'on fait de ça et de surtout bien intégrer pour que ça puisse permettre au groupe, aux entreprises en tout cas de progresser, d'en tirer en fait les bons fruits. Je pense que c'est un peu la clé d'une performance M&A. Oui, je rebondis juste sur ce que vient de dire Tina, parce que c'est un des éléments que je trouve absolument passionnant, c'est ces rencontres générationnelles et ces rencontres entre sociétés de tailles différentes. Et on a lancé un accélérateur européen de start-up pour premier objectif de faire rencontrer des startups avec une entreprise comme la nôtre. Et c'est assez passionnant parce que le monde des legal tech comme le monde des fintech, etc. est en ébullition. Et tu les comprends tous, les geeks, là, tous les petits jeunes de 25 ans? Non, moi non, mais heureusement, chez moi, j'ai des gens qui comprennent et qui prennent le temps de les écouter. Mais ce sont des rencontres qui sont absolument passionnantes parce qu'on les connaît, ces petits start-upers, ils sont fous, la tête pleine d'idées et de dynamisme. Et on voit combien ça leur fait du bien d'atterrir un petit peu avec une certaine réalité. Et inversement, moi, mes experts, ça les anime de voir ces jeunes et de voir comment est-ce que toutes ces informations et ces données éditoriales peuvent être mises en mouvement. Donc il y a vraiment de très très belles rencontres qui ont été produites. Tina, tu as gagné le Gold Award de la transformation digitale au Data Festival en 2021, 6 mois après ton arrivée. Tu es géniale comme fille. Je sais pas, Non, en fait, c'est un award n'a aucun sens. Alors, c'était qui le jury? Grand-mère, tonton, alors tata? c'était des professionnels en fait du métier évidemment. Donc c'était le festival data, enfin c'était la Data Festival en l'occurrence qui décernait en fait les trophées sur des innovations en l'occurrence sur l'exploitation de la data et sur des innovations liées en fait au modèle relationnel et au modèle omnicanaux. Donc en l'occurrence B2B, l'entreprise que je représente a été sélectionnée et a remporté en effet 2 awards ce soir-là. Mais au-delà des awards, en fait, ce qui est important, c'est plutôt le rythme donné en fait au projet, au programme que nous avons lancé, alors que j'ai eu la chance de conduire en effet. Donc 6 mois après, comme tu l'évoquais, c'est court. Mais en effet, de toute façon, je suis arrivée au sein du groupe pour aller vite. C'était globalement la mission, en tout cas le deal, aller vite sur une verticale, en tout cas un enjeu de transformation autour de la data. Enfin, l'enjeu de transformation, c'est même pas tant un enjeu de transformation, c'est un enjeu de construction déjà à la base. Et donc, à 3, 2 data scientists et moi-même, on a pris notre bâton de pèlerin et on a construit en fait ce projet à l'international, Australie, Middle East et Europe, France en l'occurrence, pour construire en fait l'ensemble des bases de données, d'une part, la connaissance client d'autre part, donc des segmentations clients. Dans le B2B, segmentation client, on n'est pas forcément très riche en tout cas, mais c'est ce qu'on a monté et ça a été extrêmement riche en tout cas d'enseignements et de bascules en tout cas en interne, puisque pour la première fois, on était en mesure de doter l'ensemble des marques, l'ensemble des équipes commerciales, et c'est-à-dire si sur une des marques en l'occurrence, il y a beaucoup de monde, il y a 150 commerciaux sur le terrain,
En fait, on passait d'une connaissance client qui passait exclusivement par les commerciaux à une connaissance client mixte qui passait par la data, donc l'intelligence data qu'on pouvait en fait réaliser, analyser et diffuser, et l'intelligence évidemment de l'ensemble des équipes opérationnelles. Et ça nous a permis une chose absolument fantastique, c'est déjà de mieux comprendre qui étaient nos clients, ça c'est un peu fondamental, enfin vous me direz. Mais tout le monde n'est pas quand même doté de ce type de connaissances ou de connaissances. Et surtout, ça nous permet de mieux agir, en fait, mieux agir d'un point de vue marketing et mieux agir en fait d'un point de vue commercial, puisqu'on est capable aujourd'hui, en fait, de doter l'ensemble de la force de vente, en fait, de portefeuilles ciblés, segmentés, avec des enjeux et des potentiels de développement très pointus, en fait, sur l'ensemble des marchés en fait à développer. Donc, ça permet de prioriser les efforts, d'allouer potentiellement les bonnes ressources au bon endroit, pour aller chercher la bonne création de valeur en fait, dans le bon tempo. Parce que quand je parle de tempo, c'est notre réalité. Et donc, on a fait ça très, très, très vite. C'était une vraie nécessité, en fait, d'aller vite. Et ça a été très vertueux parce que ça a enclenché le fil, finalement, d'une transformation qui va bien au-delà de ce que je viens de vous raconter sur la data, puisqu'on a tous les enjeux de transformation IT, en fait, qui se sont activés à ce moment-là. Mais également au niveau de la convergence des marques, au niveau voilà, il y a un certain nombre de projets que nous avons lancés, e-commerce également, omnicanalité, développement des réseaux de magasins, de showrooms, enfin, je vous passe toute la roadmap. Mais de fait, ça a été absolument le déclencheur en fait, d'un très très vaste plan de transformation sur lequel on est aujourd'hui, qui aboutit, à l'heure où on se parle, à 1 x 2 en termes de chiffre d'affaires, en effet. Anthony, depuis 10 ans, là, les plateformes, ça fleurit tous les jours, 10, 20, 50, 100. Ça va s'arrêter où? Est-ce que c'est la panacée? C'est quoi les grands enjeux? Les grands enjeux, il y en a plusieurs. C'est aussi réussir à s'exposer. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Tina, parce que j'ai été témoin de l'extraordinaire belle mission et la réussite qu'elle a menée. Mais au départ, quand le président du groupe nous contacte, il nous dit voilà, on souhaite repartir à la conquête de nos clients, on ne sait pas comment faire. Voilà. Et c'était le brief. Donc là, on a appelé Tina. Une solution dans le monde, c'est Tina. Voilà, c'est Tina. Voilà. Donc, en gros, pour répondre à la question, oui, on voit un monde qui se plateformise de plus en plus et qui rend en fait finalement accessible des offres de services et de produits qui sont à portée de main de tout le monde. Voilà. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je pense que c'est un vrai accélérateur de business, finalement. Alors après, on le voit dans des logiques, en plus de ça, omnicanal, que citait Tina tout à l'heure. Tout ne va pas passer par ce canal du digital ou des plateformes, mais c'est plutôt une vraie complémentarité. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut réussir à le penser. Et nous, c'est ce qu'on a fait chez Adéquancy, qui était de dire, finalement, on crée un environnement digital en mutualisant un savoir-faire digital qui était existant dans la société, un savoir-faire métier qu'on était capable d'apporter au moment où j'arrive dans cette société. Et en fait, c'est vraiment le cocktail des deux qui a fait que ça a réussi à fonctionner. Et la société telle qu'on l'occupe aujourd'hui, on regarde globalement nos canaux en fait, par lesquels les besoins arrivent. Et le digital représente, en tout cas la plateforme, c'est 1/3 de nos revenus aujourd'hui, 1/3 de notre deal flow. Voilà. Alors, ce qui est plutôt une part assez importante quand on compare à d'autres acteurs qui sont dans ces logiques en fait, de diversification de leurs canaux de distribution, si je peux parler comme ça, parce que nous on ne fait pas de la distribution, mais en tout cas c'est une part assez significative, simplement parce que au moment où on a communiqué sur Adéquancy, on a communiqué sur le volet digital, et la partie métier et humaine finalement qu'on a apportée est venue en même temps, mais on a moins communiqué dessus. Voilà. Par contre, elle représente quand même 60%, 70% globalement de notre activité. Donc, et quand on regarde globalement, historiquement, les sociétés qui se sont positionnées sur du digital, etc., ont été très très rapidement successful. C'est les sociétés qui ont réussi à lever des fonds. Alors nous, on n'a pas levé, c'est pas encore le soit aujourd'hui, mais parce qu'on arrive à s'autofinancer. Mais quand on pense à des Mythiques, des Uber, des Amazon, etc., c'est des modèles qui sont plutôt inspirants. En tout cas, ça l'a été pour nous. Quand on s'est dit, on va créer la référence digitale du management de transition en France. Voilà, et c'était l'ambition de départ. Donc, pari à peu près réussi. Et en même temps, quand on a avancé, en fait, au fur et à mesure, on se disait, mais en fait, on va juste mettre à nu notre offre. Voilà.
Et ça, c'est un risque parce qu'on ne sait pas comment va réagir clairement le marché. Alors forcément, au départ, il y a, comme le disait Anne-Marie tout à l'heure, sur les phases de transformation et les collaborateurs en interne qui sont accompagnés. La même manière, nous, on a vécu aussi des précurseurs, la première centaine ou les premiers milliers de managers de transition qui ont rejoint la plateforme, les premiers clients qui sont venus, je pense notamment à une grande compagnie d'assurance française, mondiale, etc., qui est venue. Bref, et la greffe a pris en fait assez rapidement et on a derrière donc communiqué positivement sur cette accessibilité, cette transparence qu'offrait justement Adéquancy. Donc le chemin qui a été parcouru a été vraiment d'essayer de mettre le client acteur de sa décision. Et je pense que les plateformes aujourd'hui qui émergent ou les offres digitales qu'on vend en ligne, c'est ce credo-là et c'est ce pari-là qu'on doit essayer de prendre. Alors, naturellement, il faut avoir confiance dans son offre, etc. Alors, nous, on a eu la chance et qu'on avait confiance dans tous nos managers de transition. Voilà. 100%. 100%. Voilà. Donc, ça c'était vital et c'était clé parce qu'on connaissait les bénéfices apportés par un manager de transition en mission. Voilà. On a des exemples qui ont été cités tout à l'heure. Certains de nos managers de transition aussi sont présents ce soir, ainsi que nos clients, donc peuvent témoigner de la réussite et des succès des missions menées. Et quand on le voit d'ailleurs, un poste vacant coûte globalement 80% de plus que le fait de n'avoir personne en fait dessus. Donc ça, c'est une notion aussi qu'on essaie d'apporter. Donc, face en fait à cet essor, on prend aussi conscience que les personnes aujourd'hui, et n'importe qui, a une liberté d'expression qui lui est offerte par l'essor des réseaux sociaux, et donc qui ont une acculturation de plus en plus forte aux outils digitaux. Donc en fait, il est plus simple, en tout cas ça l'a été pour nous, c'est-à-dire que le time to market était plutôt bon quand on s'est lancé, et il l'est encore aujourd'hui. Je pense que si on avait créé Adéquancy en 2010 ou en 2012, ça aurait été un flop. Donc, et puis surtout, à l'époque, moi j'ai le souvenir, quand je parlais de management de transition et que j'essayais de porter cette voix de façon très positive, on avait une image du quinquagénaire, fin de carrière, qui allait faire des restructurations, des plans sociaux, et qui n'était pas bon sur Excel. Voilà. Ça a changé un peu ou c'est toujours des vieux... ça a totalement changé. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, le manager de transition, même quinquagénaire, il est dans l'ère digitale. Voilà. Et les 9000 membres qui nous ont fait confiance, ils sont allés, mais sans support de notre part. Alors, on a simplifié l'accès, naturellement, parce que derrière, il a fallu penser le parcours du manager de transition, le parcours du client, pour faire en sorte que les deux se rejoignent. Mais ils sont arrivés de façon très naturelle et ça s'est très très bien passé. Olivier, quel regard tu portes sur les plateformes avant de parler de l'humain? Eh bien, j'aime à dire que le digital, c'est simplement de l'interaction. Et cette interaction, elle a énormément fait changer, fait progresser l'ensemble de nos métiers, quels qu'ils soient. Et en créant cette interaction, on crée deux choses. D'abord, on a redonné du pouvoir à chacun d'entre nous, en tant qu'individu, en tant que client. Comme le disait Anthony, on peut publier ce qu'on veut et s'exprimer instantanément sur les réseaux sociaux. Donc cet élément de pouvoir, il met une forte pression sur l'ensemble de nos entreprises. Et la deuxième chose, c'est que moi qui suis un peu une data company, parce qu'on gère surtout de l'information, de la donnée, du contenu éditorial, on gère maintenant de plus en plus du contenu client, des contenus d'usage, les contenus sur finalement, quel est le moyen, enfin la façon de se comporter de chacun de nos clients par rapport à nos contenus. Cette transformation-là, elle nous a amené d'abord à investir beaucoup dans l'ensemble de notre informatique, mais aussi à avoir une plateforme qui soit de plus en plus agile pour répondre à ces évolutions de plus en plus rapides du monde dans lequel on travaille. Et donc cette plateformisation, elle est obligatoire. Et en même temps, elle est très difficile en termes de transformation, parce que toute entreprise, quelle qu'elle soit, et plus elle est ancienne, et plus elle a de la dette informatique. Donc on est toujours dans cette dichotomie entre, il faut faire évoluer très rapidement l'ensemble de nos systèmes, parce que pour pouvoir atteindre ce que Tina a réussi à faire de façon merveilleuse, ça prend beaucoup de temps, parce que ça veut dire qu'on est capable d'aller chercher toutes les données.
Et dernier point, c'est que, je le disais tout à l'heure, nous étions un éditeur, nous sommes maintenant véritablement un acteur de la connaissance parce que cette connaissance devient dynamique. Donc on accompagne l'ensemble de nos clients, non seulement pour accéder à cette information, donc on y met de plus en plus d'intelligence pour trouver l'information au bon endroit, mais on inverse les choses pour que cette information soit poussée dans les outils, dans le workflow de chacun de nos clients. Et on investit nous-mêmes dans des logiciels. Je disais tout à l'heure, on rachète beaucoup de sociétés pour intégrer ces contenus dans des logiciels. Que ce soit un logiciel pour écrire un contrat de travail, que ce soit un logiciel pour gérer le patrimoine, etc. Eh bien, pour faire ça, on a besoin de s'interconnecter entre le logiciel et nos plateformes et nos bases de données. Et donc, on rentre dans un monde d'API, qui sont ces Application Programming Interface, qui sont vraiment un monde d'interconnexion. Et c'est vrai que ce monde d'interconnexion, il est nouveau pour nous tous. D'abord parce qu'il nécessite quand même d'être capable de se connecter à droite et à gauche, et d'autre part parce qu'il pose le problème de la cybersécurité, et donc de la confidentialité. Et donc jusqu'où on va, et comment est-ce qu'on gère ces interconnexions. Donc tous ces éléments-là sont très nouveaux pour beaucoup d'entreprises, pour nous tous, hein, et en même temps, ils sont absolument passionnants parce qu'ils permettent des choses tellement nouvelles. On est le seul acteur, pardon, je fais un tout petit peu de publicité, mais on est le seul acteur à suivre les 500 conventions collectives qui existent en France. Donc ça change tout le temps. Et donc, si vous voulez être sûr que votre fiche de paye soit juste, vous avez intérêt à être connecté à nous, parce que sinon, je vous garantis qu'une fiche de paye sur 2 sont fausses. Voilà, mais parce que c'est formidable, on est dans un monde de plus en plus régulé. C'est rassurant parce qu'il y a des gens qui peuvent vous y aider, c'est ça qui est rassurant. Ouais. Mais voilà, c'est cette dynamique qui est, je trouve, absolument formidable et qui nous oblige à investir continuellement sur les plateformes. Alors avant, juste pour compléter ce que disait Olivier, c'est assez intéressant sur la partie de dette technique, parce que nous, on l'a vécu aussi. Globalement, quand vous lancez une innovation digitale, vous avez 5 ans de vie avec. Voilà. Au bout de 5 ans, vous êtes sûr que vous pouvez commencer à repenser le code, en fait, voilà, et à le réécrire. En fait, il faut juste imaginer que justement ces environnements d'API, etc., apportent de la complexité, et c'est comme si vous aviez une espèce de matière vivante qui bouge à tout moment. Voilà. Et donc, par moment, ça devient un peu instable. Et malgré toutes les couches de sécurité, etc., qu'on met en place, des fois, il y a des bugs, etc. Et donc ça, il faut le penser. Et c'est vrai que, en plus de ça, quand on se plateformise, on fait le choix, ou en tout cas, on doit être visible. Donc visible, c'est quoi? C'est avoir un bon référencement, une bonne visibilité, un investissement SEO qu'il faut aussi avoir. C'est ce qu'on a fait pour le coup, puisque Adéquancy est devenu en quelques années le site, jeune boîte, quand même. Ouais, le site le plus visité en France, hein, sur le management de transition, stratégie de contenu, investissement SEO, etc. Qui a été possible aussi parce que on a fait des chantiers techniques permettant d'accélérer en fait la vitesse de chargement de certaines pages, etc. Voilà. Mais on sait qu'au bout de 5 ans, il va y avoir des ralentissements, des latences, et donc on est obligé de se remettre en question et repenser les choses, quoi. Et même réécrire le code, en fait. Voilà. Donc moderniser clairement les systèmes. Avant les questions, un commentaire sur l'humain. Anne-Marie, comment on fait pour intégrer les hommes? C'est bien de transformer, c'est bien de doubler le chiffre d'affaires, mais il faut que ça suive, hein. Oui, tout à fait. Le digital au service, effectivement, de l'humain. Et les jeunes et les moins jeunes. Donc oui, la transformation, là, on l'a compris, c'est une aventure collective. Il faut donner envie d'écrire une nouvelle page ensemble. Voilà. Et la transformation, ça se gère sur le terrain et non pas dans un bureau. Donc pour moi, les facteurs clés de réussite, Olivier, tu en as parlé tout à l'heure, on en a tous parlé, c'est donner du sens à l'action. C'est vrai qu'on arrive à embarquer les équipes, non pas en leur expliquant le comment, le pourquoi, mais vraiment, plutôt, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire telle ou telle chose et pourquoi c'est important. Donc, quelque part, c'est un peu un cri du cœur. Voilà. Ensuite, c'est placer les hommes et les femmes au centre de l'entreprise et de créer un environnement qui leur permette effectivement de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je pense qu'il faut arrêter effectivement avec ce management omniscient, omnipotent, où on estime qu'en tant que leader, en tant que patron, voilà, on est censé tout savoir faire. Ce n'est pas le cas. On apprend également, on évolue également avec les équipes. Et pour moi, un patron, c'est plutôt un révélateur de talent que toute autre chose.
Et donc, pour placer les hommes, effectivement, ce qui est important également, c'est encourager l'autonomie. Le micromanagement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Personne n'a envie de se faire dire tous les jours ce qu'il doit faire. Voilà, c'est plutôt infantilisant. C'est favoriser le développement des personnes, les faire grandir dans l'entreprise. Et c'est développer aussi un état d'esprit de conquête. Parce que la conquête, effectivement, c'est la croissance. Et la croissance, c'est pouvoir investir dans l'humain à nouveau. Maintenant, un autre facteur clé, parce qu'on a parlé beaucoup d'humains, des équipes, mais il y a d'autres parties prenantes à la transformation. C'est tout le groupe, si on fait partie d'un groupe, ce sont les investisseurs, ce sont les partenaires, ce sont les clients, effectivement, qui font embarquer dans cette aventure de la transformation. Et in fine, et ça c'est une conviction que j'ai, il faut traiter le profit comme un résultat et non comme une fin en soi, parce que c'est bien effectivement la qualité. Oh là là, t'as expliqué ça au fonds d'investissement ou pas? Oui, tout à fait. Ils sont contents? Parce que c'est bien l'excellence des femmes et des hommes qui fait l'excellence de l'entreprise, et c'est l'excellence de l'entreprise qui génère ces résultats. Et je pense que c'est vraiment une résultante. Plutôt qu'une fin en soi. Alors bien sûr, on est là pour croître, on est là pour faire de l'argent, on est là pour investir, pour continuer à croître et ainsi de suite. Je ne remets pas du tout en cause cela, mais voilà, ça ne doit pas être le premier point. L'humain, là, déjà quand on achète plein de boîtes, on en licencie beaucoup ou on les garde? Non, on les garde. On les garde, en tout cas jusqu'à présent, on les a gardés. Non, mais juste pour reconnecter l'humain en fait, au projet de l'entreprise, parce que celui sur lequel nous sommes aujourd'hui, alors on parlait de plateforme tout à l'heure, en fait le projet d'entreprise sur lequel nous sommes, c'est devenir la plateforme de référence B2B pour l'industrie du food service. Donc dans le nom du projet, il y a en fait cette dimension de plateforme. Plateforme, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça change en fond? Nous sommes un distributeur en fait, de produits. On est comme un Carrefour, en fait. On est le Carrefour en fait, du B2B food service, pour faire très simple. Eh bien, ça suppose en fait, de passer d'une approche distribution produit, donc très verticalisée ou linéaire, à une approche très ouverte, centrée sur le service. Et très connectée, très interconnectée, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Et là, pour le coup, on le vit, on est en plein dedans. Je vous passe le film de ce qu'il y a derrière, évidemment, les enjeux que tu as évoqués parfaitement sur on horizontalise tout. Enfin, d'ailleurs, l'enjeu d'horizontaliser à la fois les systèmes d'information, mais aussi les organisations, font qu'il y a du changement en fait, à opérer, évidemment. L'humain est au cœur de tout ça, parce que sans l'humain, en fait, on ne pourrait évidemment pas faire tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, et on ne pourra pas, en fait, raisonnablement, conduire le projet et l'intensité du projet sur lequel nous sommes sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Donc je ne vais même pas au-delà de ça, vous voyez. Donc le rythme est quand même assez fou. Et donc l'enjeu de l'humain est capital, au fond, enjeu capital humain. Parce que il faut que le plus grand nombre soit embarqué, évidemment. Pour qu'ils soient embarqués, il faut agir vers eux. Ce qu'on fait pour les clients, il faut aussi bien le faire pour l'interne, en fait, pour les talents, évidemment, parce que si on passe notre temps à tout faire, alors évidemment qu'il faut tout faire pour le client, pour bien le servir, pour développer une satisfaction maximum, évidemment, mais il faut aussi concentrer des efforts en fait sur l'interne, parce que c'est quand même l'interne, et c'est quand même les talents en fait qui font la performance. Tu l'évoquais évidemment justement, Anne-Marie. Et à ce propos, un exemple pour le groupe que je représente, on vient tout juste d'être certifié Great Place to Work. Alors peut-être que ça vous parle ou pas, j'en sais rien. Mais pour nous, ça nous parle. Si, on les connaît très bien, ils sont membres du club depuis très longtemps, voilà, ils sont des gens formidables. Monsieur Dumoulin qui vit à Reims. Pourquoi ça nous parle en fait? Parce que ça impose une certaine rigueur en fait. Déjà, ça impose de prendre le risque de s'exposer, d'une part, parce que quand on a démarré ce processus l'année dernière, on n'a pas été certifié tout de suite, très clairement, donc on n'était pas loin, mais on n'a pas eu la certification. Eh bien, on a réitéré, évidemment, puisque c'est un processus, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis en fait, de l'interne, évidemment. Et donc, on a relancé, donc pour la deuxième année, ce processus en fait, d'enquête, et nous avons été certifiés cette année. C'est à la fois une très grande satisfaction, évidemment, pour les talents, pour l'ensemble des collaborateurs à travers le monde, puisque pour le coup, nous, notre Great Place to Work, en tout cas, l'enquête, elle est mondiale, elle adresse l'ensemble de nos filles à travers les différentes géographies. Donc ça montre déjà d'une part que l'engagement en fait, des talents est là,
parce que mine de rien, on a des chiffres quand même, et on progresse. Donc avoir ces indicateurs de progression sur le capital humain est quand même assez structurant dans la manière en fait, d'opérer ce changement, de cette transformation, évidemment. C'est aussi un moyen de détecter les signaux faibles, les signaux forts, détracteurs, ambassadeurs. Il y en a aussi, en fait, évidemment, en interne. On en parle beaucoup pour la vision client, mais il y en a également, évidemment, beaucoup en, fait, en interne. Et si on n'adresse pas ces sujets-là, en fait, je pense qu'on passe à côté de ce qui est le plus important, au fond, pour conduire ce fameux plan de transformation. Donc oui, évidemment, l'humain est au cœur. Il nécessite déjà, je pense, une grande prise de conscience de l'entreprise, des dirigeants, évidemment, parce que ça part du plus haut niveau. Hein. C'est pas juste, c'est pas négatif ce que je dis, évidemment, mais c'est pas que le DRH. C'est pas que le DRH, c'est pas que les RRH, c'est pas que les responsables de service ou les directeurs de service. C'est juste en fait, ça part du haut, de la gouvernance, je dirais même, au-delà même du CEO du groupe. Ça part vraiment du board, évidemment. CEO, il faut que ce soit incarné, évidemment, et il faut que ce soit ensuite incarné, diffusé, en fait, au long cours par le plus grand nombre. Donc ça, c'est important. Et cette certification, je trouve qu'elle nous contraint. Ouais. Mais alors, elle nous contraint favorablement, évidemment. Hein. Moi, je le prends évidemment positivement, puisque elle impose en fait qu'on mette en place des plans d'action. Donc qu'on suive cela. C'est comme les plans d'action, les plans d'amélioration continue de la qualité de service en direction des clients. Eh bien, c'est la même chose, mais du point de vue en fait des collaborateurs et des talents. En fait, la différence culturelle, elle est, j'ai envie de dire, constante en Europe, que ce soit une société qu'on acquiert ou une filiale qui existe. Et je pense que les uns et les autres, vous avez tous eu cette expérience intéressante d'avoir des comités de direction avec plusieurs nationalités. Et c'est toujours passionnant. À titre personnel, j'ai eu la chance de travailler, je disais, dans le digital, dans les télécommunications, dans l'informatique. Même avec des Anglais, tu as bossé avec des Anglais. J'ai même bossé avec des Anglais. Il faut le faire quand même. Hein. Non seulement j'ai bossé avec des Anglais, mais je m'y suis remis parce que j'ai été aussi président de la Franco-British Chamber. C'est dire si j'aime bien les Anglais, il n'y en a pas beaucoup, mais quand on les aime, et les Anglais, on les aime beaucoup. Juste pour voir nos amis, nos meilleurs amis. Mais sérieusement, je pense qu'on dit toujours que la richesse vient de la diversité. Cette richesse-là, elle est, je trouve, extraordinaire. C'est notre première richesse européenne. Ça ne veut pas dire que c'est facile, vous avez raison de dire. J'ai acheté l'année dernière une société en Allemagne. Et pour ceux qui ont travaillé avec les Allemands, vous savez que c'est un mode de pensée qui est très différent. Très différent. C'est-à-dire que si vous appliquez votre méthodologie, vous n'y arrivez pas. Parce que quand vous arrivez au meeting, il faut que tout ait été décidé avant. Et vous ne discutez pas pendant le meeting. Sinon, ça ne marche pas. Ils sont complètement bloqués. Donc, et je ne veux pas faire de stéréotypes, mais ça marche comme ça. Mais ça marche comme ça, quand même, faut le savoir. Donc, c'est vrai que c'est une adaptation constante, mais c'est une telle richesse. Personnellement, j'ai la chance d'avoir dans mon leadership team, j'ai 5 nationalités différentes. Eh bien, c'est vrai que ça a pris beaucoup plus de temps que si j'avais que des Français. Mais une fois que c'est fait, je vous assure que vous avez une puissance intellectuelle d'ouverture qui est beaucoup plus riche. Tina. Je rejoins complètement ton point, en effet. Nous, on intègre les entreprises en fait, qu'on rachète dans chaque géographie en fait, localement, en fait, avec les entités locales. Mais en effet, quand on a la chance d'intégrer, comme récemment, on a intégré un gros groupe allemand, c'est la première fois que notre groupe en fait, rachetait une boîte allemande. Bon, voilà, moi je travaille avec les Allemands en l'occurrence. Voilà, c'est des comportements, c'est des attitudes, des modes de travail qui sont différents, fort riches d'ailleurs, mais tout comme les Australiens, Néo-Zélandais, Italiens, etc. Donc ça apporte en fait, il y a des contraintes évidemment en fait qu'on absorbe, qu'on gère dans le cadre du processus en fait d'intégration, mais la richesse en fait qui se déploie au travers en fait de ces acquisitions et donc de facto de ces nouvelles teams qui rejoignent une team plus globale. Ouais, ça compense les en contraintes. Fait, parfois. Exactement, mais en fait ça décuple les potentiels en fait très clairement. Donc c'est une grande richesse. Anne-Marie. Je pense que tout a été dit. Oui. Voilà. Non, mais je rejoins complètement Tina et Olivier. Anthony, ton entreprise donc, a aussi une logique internationale forte, parce qu'on peut essayer de contribuer à cette richesse.
Alors aujourd'hui, on a une présence sur la France et pour l'international, on a développé des partenariats. Ouais. Voilà. Donc globalement, quand on a des sollicitations, on va vers nos partenaires, pardon, qui ont un ancrage local et une connaissance en fait des managers de transition locaux. Alors, dans le cadre du groupe dans lequel je suis, on n'est pas un énorme groupe d'un point de vue taille. Hein, on fait beaucoup de chiffres, mais nous sommes 1700 en fait à travers le monde. Il y a comme j'évoquais, une très très grosse intensité de travail, donc parce qu'on est en pleine transformation, parce que en fait on rachète un certain nombre de structures qui nécessitent de mobiliser encore plus de temps, de ressources. Enfin, voilà, tout ça, ça crée de la charge additive, potentiellement de la tension aussi, parce qu'on doit aller vite. Mais c'est un atout aussi, parce que du point de vue de l'humain, en fait, ça offre des opportunités absolument incroyables, dans un délai qui était très très court. Donc ces opportunités-là, alors pour avoir la chance alors l'idée... coacher, mentorer, je ne sais pas trop comment dire, tout sauf manager, des équipes qui viennent d'horizons totalement différents, culturellement, de générations, etc. Dès lors où vous donnez de la place à ces gens, à toutes ces équipes, en fait, dans ces projets de transformation, et c'est dire s'il y en a, en fait, logiquement, vous laissez très peu personne sur le côté. Vous ne pouvez pas... Il y a forcément des gens qui resteront en fait sur le bas-côté, malgré tout ce que vous pourrez mettre en œuvre en fait pour pouvoir les embarquer. Mais ça, malheureusement, c'est lié à l'humain directement. Et voilà. Donc il y a de grands succès. Il y a quelques petits échecs, mais je pense que c'est plutôt lié à nos organisations. Par rapport aux outils, à la question qui est posée. On n'a pas véritablement d'outils, je pense qu'on n'a pas d'outils miracle qui consiste à détecter les risques, etc. Je pense que le principal outil, c'est quand même l'humain, c'est-à-dire que ce sont quand même tous ces gens qui dirigent des équipes, qui drivent des équipes. Et je pense qu'il faut être énormément à l'écoute, encore plus quand on est dans ces phases de transformation. L'écoute, elle est clé, l'écoute active, évidemment, est fondamentalement clé. Pour détecter des envies, détecter des risques, évidemment, et pouvoir les adresser en fait dans la bonne temporalité, en fait. Trop tôt, c'est trop tôt, trop tard, c'est souvent trop tard. Voilà. Après, il y a des sujets, vous évoquiez la partie mentoring, coaching. Pour certains profils, moi je le recommande, d'ailleurs, au-delà de leur dire, tiens, demain tu vas aller faire une formation en leadership, formation leadership, j'y crois pas trop, quoi. En revanche, proposer des solutions alternatives de mentoring avec des experts qualifiés, bref, qui ont un feedback, une expérience en fait, qui peut être partagée, ça peut être utile, parce que ça place aussi l'humain en fait dans le questionnement. Voilà, donc il y a un travail qui peut se faire à ce niveau-là. Donc je recommande plus ces démarches mentoring/coaching. C'est pas la même chose, hein. Les deux n'ont absolument rien à voir, évidemment. Et puis j'évoquais tout à l'heure le Great Place to Work, l'exemple de mon groupe. J'étais dans d'autres groupes qui avaient cet outil, mais il y en a d'autres évidemment. Ce sont des outils en effet complémentaires qui permettent en fait peut-être au niveau de chaque département, chaque direction, etc., d'avoir des indicateurs, de mettre en place des plans d'action et de les suivre, surtout, avec les collaborateurs. Et de se remettre en question aussi. Exactement, il y a ce... Anne-Marie, qu'est-ce que tu en penses? Le leadership, ça s'apprend ou c'est inné? Je pense que ça s'apprend, oui, tout à fait. On peut se former au leadership. Oui. Exactement. Non, mais c'est une question. Je pense que c'est à partir du moment où c'est toujours la même chose. À partir du moment où on a un objectif, où on a envie, c'est l'intention qui compte. Je dirais l'intention vous porte également et ça vous fait évoluer. Maintenant, pour rebondir sur ce que Tina disait, c'est vrai que la transformation, pour pouvoir transformer une entreprise, il faut l'engagement des collaborateurs. Et cet engagement-là, on sait, il y a par exemple Gallup, c'est une société effectivement qui fait des enquêtes et qui est spécialisée là-dedans et qui a vraiment décortiqué ce que c'est que l'engagement des collaborateurs. Et ça commence par j'ai les bons outils pour travailler, je sais ce que je dois faire, et ça va jusqu'au développement personnel dans l'entreprise.
Voilà, et ça c'est quelque chose, à partir du moment où on arrive, où un salarié ou un collègue arrive à faire le lien entre qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que je veux aller, et qu'est-ce que l'entreprise peut m'apporter pour atteindre ses objectifs, je pense que c'est là où on peut atteindre l'engagement et où on peut favoriser l'engagement des collaborateurs au sein d'une entreprise. Ouais, simplement pour compléter, parce que ce qui est dit est très, très intéressant, je pense qu'on on a aussi des entreprises qui évoluent au sens général dans des collaborateurs qui ont une vision plus court-termiste en fait, de leur carrière. Et tu citais, Pierre, l'exemple des US. Les US, en 2025, c'est 50% de freelance en fait, sur le marché. Ils sont déjà à 35%. Donc globalement, c'est une espèce de pays qui s'est mis de toute façon en transformation globale. Voilà. Et donc ça apporte une vraie agilité. Et finalement, les collaborateurs dans les entreprises, dans ce cas de figure, pensent plutôt à l'expérience qu'ils vont pouvoir acquérir. Alors c'est sûr que quand on est une PME, qu'on se fait racheter par un groupe qui va pouvoir nous apporter une dynamique, des outils, etc., bah, ils vont le prendre pendant un temps donné et ensuite derrière partir avec cette connaissance. Et donc le sujet pour l'entreprise est de réussir à conserver cette base de connaissances. Donc moi je pense que les organisations en fait demain vont plutôt penser workforce management de façon globale en intégrant en fait dans leurs effectifs une part de personnes qui seront fidèles au modèle de l'organisation et de l'entreprise et une autre part qui sera une part d'indépendants et là on aura du turnover. Et au moins ce sera, mais si on le pense suffisamment tôt dans cette notion du workforce management, on est capable de pouvoir l'anticiper et pouvoir conserver cette base de connaissances. Et puis il y a un deuxième sujet aussi, je trouve qu'il s'est accéléré depuis ces dernières années, c'est globalement la montée en puissance du management intermédiaire. Parce que quand on est dans des phases de mutation, de transformation, qu'on observe effectivement des opérations de M&A, certes le top management va être intéressé à un certain niveau, parfois avec un management package, etc., ou un earn-out, puisqu'on va lui dire bah, dans 2 ans tu sors, moyennant quoi tu nous accompagnes sur le business et sur un BP, etc., qu'on est capable d'accompagner. Maintenant, ceux qui vont rester, c'est le management intermédiaire. Et donc, tous les éléments de vision, l'ADN du groupe dans lesquels les nouveaux collaborateurs se retrouvent, c'est le management intermédiaire qui va le porter, en fait. Et je pense que c'est vers eux qu'il s'agit de tourner la formation et l'accompagnement pour structurer la société derrière. Olivier, Oui, juste un mot rapide, mais pour partager avec vous la transformation, en fait, je l'ai construite autour de 3 axes. L'axe expérience client, je disais, hein, le digital, c'est vraiment ce que l'on cherche à faire. Et si vous voulez avoir la meilleure expérience client, vous devez avoir et proposer la meilleure expérience collaborateur. Et puis le troisième axe, c'est l'innovation, parce qu'on construit notre futur. Et cette expérience collaborateur, eh bien, c'est évidemment tous les outils dont on a parlé. Il y en a un qui est de plus en plus important. Je ne sais pas combien d'entre vous aujourd'hui ont télétravaillé, mais ça devient tellement clé et tellement nouveau dans le type de management qu'on peut avoir que pour pouvoir gérer tout cela, il faut avoir les bons outils et en particulier les bons outils immobiliers. Donc, Tina, tu es Great Place to Work. Nous aussi, on a déménagé dans pratiquement tous les pays. Dans ceux où on n'a pas encore déménagé, nous allons déménager parce que c'est vrai qu'il faut penser totalement différemment notre lieu de travail, parce que le lieu de travail est un lieu de rencontre, un lieu de travail collectif, un lieu d'interaction, un lieu d'échange, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est passionnant. Et là, on peut vraiment embarquer. Et quand on fait une transformation, on sait combien cette proximité, ces échanges sont importants. Je voulais citer aussi Tina dans les préparations qu'on a pu faire et les exercices qu'on a fait auparavant. Tina avait beaucoup cité précédemment la symétrie des attentions. Et c'est-à-dire que aussi, je pense, un élément, ou en tout cas un des outils qui peut être utilisé, c'est sans doute celui-ci, qui est finalement, Tina, je me permets, mais d'attacher autant d'importance à ses collaborateurs qu'à ses clients. Nous avons racheté différents types de structures avec un historique évidemment différent, donc des structures qui avaient 10 ans et des entreprises qui avaient bien plus que ça. Donc ça veut dire que quand on rachète des entreprises, on n'est pas forcément dans les mêmes cycles en fait, avec les entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs en fait, qui sont
voilà, qui se disent ok, c'est le moment pour moi en fait de passer la main. Donc de facto, alors si ça correspond à nos cibles évidemment et à notre projet d'entreprise, il peut y avoir convergence et intérêt à travailler ensemble. Mais de facto, ça répond à un enjeu de l'entrepreneur en question, en fait, de facto de passer la main. Alors après, il s'en va pas tout de suite, hein, parce qu'il y a toujours un délai, 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin peu importe, je n'ai pas détaillé le plan, mais donc en fait, pour chaque acquisition et chaque intégration, il y a des cas particuliers de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sont toujours des cas particuliers, puisque en effet, le groupe est un groupe d'entrepreneurs en fait à la base, puisqu'il s'est construit en fait sur des acquisitions, énormément d'acquisitions. Et ensuite, les entrepreneurs qui veulent donc participent forcément à la gouvernance. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous au bord évidemment, parce que ça devient ingérable. Et ensuite, et après, quand vous parlez tout à l'heure d'humains, etc., ils sont intégrés dans des processus en fait de promotion interne. Ils peuvent tout à fait en fait accéder à des rôles dans l'entreprise, de patron de zone, enfin peu importe en fait, vous voyez. Donc tout ça est intégré et tout ça est considéré dès le départ et ça fonctionne. On a eu très peu d'écueils à ce stade en fait aujourd'hui, donc on a beaucoup en ce moment plutôt des patrons, des entrepreneurs qui avaient vendu donc au groupe leur entreprise, qui sont restés jusqu'à là maintenant et qui ça y est sont arrivés à l'âge de passer à autre chose. Et donc on assure aussi ces plans de facto de succession. Exactement, donc on gère aussi ça dans tout ce programme. Anne-Marie ? Alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est vrai que l'état d'esprit entrepreneurial s'intègre pas forcément très très bien dans un état d'esprit ou dans un groupe ou dans une grande entreprise. Je pense que ça dépend de l'âge aussi. Quand vous avez quelqu'un qui a vendu son entreprise, qui a 58, 60 ans, il va préparer sa succession. Donc il est vraiment dans un autre état d'esprit. Quelqu'un qui vend son entreprise et qui a 40 ans, il a envie effectivement d'écrire une partie de l'histoire avec l'entreprise. Et là, je rejoins ce que vient de dire Tina. Il faut lui faire une place. Il faut trouver effectivement un moyen de le faire grandir et de le faire évoluer dans l'entreprise. Donc je pense qu'il n'y a pas de schéma type, c'est vraiment du cas par cas. Et ça dépend aussi, bien entendu, beaucoup de la personnalité de la personne. Olivier ? C'est le vieux qui vous parle. En fait... Nous sommes au moins deux. Effectivement, je suis d'accord avec ce qu'ont dit Anne-Marie et Tina, c'est qu'il n'y a pas de schéma type. Il ne faut pas se cacher les yeux, hein, tout le monde ne reste pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est d'autant mieux réussi que c'est bien préparé. C'est-à-dire qu'en même temps que vous faites votre plan d'acquisition, il faut absolument faire le plan d'intégration. Et très souvent, on est tellement focalisé sur la négociation qu'on a tendance à mettre ça de côté. Et on se dit on va le faire après. Alors il faut le faire, c'est fondamental. Anthony ? Moi, je suis très à l'écoute de ce qui a été dit, parce que moi, je n'ai pas réussi. Pour le coup, quand j'ai repris Adéquancy, je n'ai pas réussi à conserver les 5 fondateurs. Il y en a 3 qu'on voulait garder. Et finalement, voilà, je pense que c'était mal préparé, effectivement. Je rejoins ce que dit Olivier. Alors que je pense qu'ensemble, on aurait pu faire quelque chose peut-être, en tout cas d'aller plus vite, plus fort. Mais la difficulté qu'on avait, en fait, c'est que les fondateurs étaient entrepreneurs ailleurs. Ailleurs, quoi. Ouais. Donc, difficulté aussi d'embarquer tout le monde. La question est difficile parce que je pense que c'est un choix aussi assez personnel en tant qu'entrepreneur de faire rentrer un fonds ou un actionnaire financier dans son capital. Je pense qu'il faut être assez humble par rapport au sujet et moi je l'ai partagé avec les équipes l'année dernière alors qu'on faisait une année extraordinaire en disant que globalement moi j'étais plutôt mitigé sur mon année. J'ai l'impression d'être partout et nulle part. Et globalement le premier axe que j'ai voulu mettre en avant c'est de me dire en fait il faut s'entourer. Déjà s'entourer avec une équipe de managers et de personnes qui ont envie de partager cette vision, cette histoire avec nous et de regarder aussi en interne qui peut nous accompagner à ce niveau-là. Donc je pense que c'est avant tout ça. Et puis tant qu'on arrive à s'autofinancer par rapport à une croissance, autant aller dessus, lever de la tête. Mais il n'y a pas que ça, Anthony. Hein. Je pense qu'il y a deux questions, si je peux me permettre, Anthony. Parce qu'il y a la question de financement. Et de dire finalement est-ce que vous voulez accélérer votre croissance et est-ce que vous allez faire rentrer un fonds pour pouvoir porter cette croissance. Et puis il y a la question, je m'excuse d'être un peu direct, hein, mais c'est la question de à quel moment est-ce que je vais prendre un CEO professionnel, entre guillemets. Et je le vois par rapport à une société, un groupe familial, je suis le deuxième CEO qui n'est pas de la famille. Oui. Pas encore, on ne sait jamais. Pas encore, on ne sait jamais. Enfin, je suis déjà marié pour l'instant, donc ça va. Mais parfois ça change aussi, ça. Ouais.
c'est très intéressant de voir comment est-ce que la famille a beaucoup réfléchi avant de passer ce cap-là. Et c'est un cap qui est très difficile. Donc je ferai très attention à ne pas donner de conseils. Je dis simplement que c'est vrai, il y a un moment donné, il faut le faire. Et je pense que ça a donné à la famille justement une position au niveau du board qui est finalement plus confortable. Neutre aussi. Neutre et en même temps d'être vraiment dans leur rôle, qui est un rôle stratégique, qui est de dire qu'est-ce qui est important pour nous en tant que famille. Et ils passent beaucoup de temps au sein de la famille à réfléchir quelle est la mission, quel est le sens qu'ils veulent donner à la famille. Et ça a permis à la famille de se regrouper. Le risque sinon, c'est qu'au contraire, ça crée des tensions. Alors, conclusion, alors difficile de conclure sur un sujet aussi vaste que celui qu'on vient de partager, mais je dirais que, une transformation réussie, c'est déjà celle qui est nourrie par un projet. Nourrie par un projet pour donner du sens en fait pour engager, donc pour rejoindre le point de l'humain tout à l'heure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on dit sens, engagement, elle doit s'inscrire de manière incontournable, durablement en fait, puisque c'est une obligation en fait aujourd'hui, et le durable en fait permet encore plus de nourrir cette dimension de sens et qui est très important en fait pour les talents, pour l'ensemble des équipes. L'autre aspect de la transfo, je pense qu'il est très centré sur le rythme et l'intensité. Alors ça peut être variable, en effet. L'exemple groupe familial que tu représentes et nous sur une temporalité probablement plus courte avec nos fonds. Mais quoi qu'il arrive, quand il faut bouger vite, parce que c'est un marché. On ne chôme pas non plus, voilà, faut pas croire. Non, mais j'ai pas dit ça. Je connais pas plein de groupes familiaux et je sais que globalement ça va très vite aussi. Et c'est, je pense, aussi une nécessité en fait d'aller vite, aller vite en rythme et tout en souplesse aussi. C'est un peu le paradoxe à mon sens. Mais la souplesse, c'est l'agilité, c'est l'ouverture, c'est la capacité de s'adapter en fait en permanence pour créer ces bonnes conditions en fait du renouveau des modèles qu'on construit pour aujourd'hui, mais surtout pour ceux qu'on construit pour demain. Et on les construit pour demain tout simplement pour exister encore, ou en tout cas poursuivre notre existence. Donc je pense que les transformations, leur destination, c'est ça en fait, c'est la durabilité et l'existence qu'on peut donner. Anne-Marie. Pour moi, une entreprise qui réussit effectivement dans la durée est une entreprise qui est en mouvement permanent et qui a inscrit la transformation dans son ADN. Et la transformation, c'est avant tout un enjeu humain. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. Voilà. Anthony, synthèse conclusion définitive. Ça marche, j'essaie d'être à la hauteur. Globalement, on était vraiment ravis de faire cette conférence avec Tina, Anne-Marie et Olivier, puisque les transformations sont au cœur de l'activité d'Adequancy. Donc c'est à peu près une mission sur deux aujourd'hui où le client est en situation de transformation et la transformation finalement arrive. Que la société soit en croissance ou en décroissance, ce n'est pas forcément les mêmes enjeux, mais en tout cas, les transformations sont là. Donc voilà, pour nous, c'était vraiment une opportunité incroyable de pouvoir vous offrir des acteurs qui ont vécu aussi la mutation de notre métier avec la plateformisation et qui sont aussi acteurs eux-mêmes des transformations qu'ils pilotent dans les organisations qu'ils dirigent. Donc c'était un excellent, encore une fois, partage de témoignages et je vous en remercie. Ce qu'on peut retenir de ce qui s'est dit, c'est un focus globalement sur le client quand on engage la transformation. Puisqu'on va aller chercher globalement des gains de croissance, des gains de revenus, et notamment quand on engage cette digitalisation, c'est pour aller chercher un revenu complémentaire, qui peut être complété, et c'est ce qui a été dit, et beaucoup de questions ont été sur ce sujet, par le M&A. Globalement, forcément, quand on réfléchit à des stratégies de croissance, on pense rapidement à la possibilité de pouvoir se diversifier, aller gagner des parts de marché aussi sur des territoires où on n'est pas présent, aller aussi chercher des technologies qu'on n'a pas par ce canal, et forcément il est intéressant, et le montage derrière associé à un financement LBO ou de la dette avec la puissance aussi d'un groupe familial aide beaucoup.
La transformation, c'est aussi amener une modernisation dans son offre. Donc globalement, nous, on l'a évoqué à travers la plateformisation, une accessibilité très forte en fait pour notre offre de services ou de produits à destination des clients, et tout en gardant en fait en tête une maîtrise de ses coûts côté système d'information, mais aussi de garder une certaine modernité dans son SI pour rester toujours innovant. Et ça, c'est sans doute un des challenges les plus forts. On a parlé beaucoup d'humain également, qui est au cœur, pour le coup, de la stratégie de la transformation, puisque ces transformations, et ça a été dit à travers les témoignages, sont apportées par les hommes qui vont, et les femmes qui vont accompagner ces transformations et le modèle de demain de l'entreprise. Et donc, il faut prendre soin d'eux. En tout cas, c'est ce que j'en retiens également. Et puis, dernier point, c'est globalement la passion. Je pense qu'on l'a tous partagé. C'est la passion de la transformation, globalement, quand on décide soit de transformer une organisation, de transformer un marché. On le fait de façon passionnée. Sans ça, on a sans doute un manque de vision et sans apporter réellement de raison d'être finalement à l'organisation et à l'entreprise. Et j'étais vraiment ravi qu'on puisse partager ce soir cette passion de la transformation avec vous, chers participants.